Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Eh bien, nous enregistrons cette émission un mardi, soit 2 jours avant la diffusion de jeudi prochain, à 11h, parce que vous partez, je crois, demain aux États-Unis. Et donc, j'espère que dans les 48 heures qui séparent de la diffusion de cette émission, il n'y aura pas un bouleversement total dans le monde, parce qu'on ne pourra pas commenter, puisque c'est enregistré avant. Et c'est aussi enregistré avant la rencontre au sommet entre Netanyahou et Trump à Washington, aujourd'hui, mardi. Alors, je voulais partager un souvenir personnel. Je me souviens, il y a peut-être 10 ou 20 ans, c'était à Tel Aviv, à Los Angeles ou ailleurs, vous m'aviez confié: je ne parle jamais de ma vie privée. Ce que nous autres journalistes, en tout cas en ce qui me concerne, avons respecté. Eh bien, vous avez changé d'avis, cher Bernard-Henri. Après votre plaidoyer pour Israël sorti l'année dernière, Solitude d'Israël, vous nous surprenez en ce début de l'année 2025 avec Nuit Blanche, que je montre pour ceux qui regardent l'émission, Nuit Blanche chez Grasset. Vous nous surprenez, Nuit Blanche, un livre sur vous, et très privé, puisque vous nous emmenez dans votre lit, partagé avec la femme de votre vie, dans vos draps. On sait que les rideaux de la chambre sont opaques, que vous lisez des livres ennuyeux pour vous endormir, que vous ne croyez pas aux tisanes, que vous avez essayé tous les mélanges possibles de somnifères légaux, que vous appartenez à la grande famille des insomniaques, des grands hommes, des grands généraux, des grands poètes, que vous êtes contre le sommeil, qui est une perte de temps créatif, mais vous êtes aussi pour dormir. Vos lecteurs ou vos détracteurs vont être étonnés de découvrir l'homme sous la star, l'humour et l'autodérision derrière l'image du flamboyant BHL, la fragilité de l'insomniaque qui a peur de ses cauchemars. Sous le vernis du personnage émerge un jeune Bernard-Henri de ses années au Maroc, jusqu'à nos jours, une vie exceptionnelle et aussi tourmentée. Bernard-Henri Lévy, vous pensez, comme vous l'avez dit votre ami Philippe Solers, que vous ne dormez pas parce que vous en avez trop vu? Toutes ces guerres, ces massacres, ces champs de bataille du Bangladesh au Darfour, de l'Ukraine aux morceaux de corps que vous avez vus au lendemain du pogrom du 7 octobre dans le hangar d'un kibboutz martyrisé, vous pensez que c'est ça qui vous empêche de dormir? Non. Non, ça c'est une phrase en effet que je mets dans la bouche de mon cher et si regretté ami Philippe Solers. C'est lui qui m'avait dit ça il y a très longtemps, mais lui-même d'ailleurs en manière de provocation, et je crois pas, non, je crois pas que ça soit ça. C'est vrai que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, c'est vrai que j'ai vu mais comme tous les reporters de guerre, et moins sans doute que les vrais reporters de guerre, j'ai vu des choses qu'un homme, qu'un Vous humain... êtes quand même un reporter de guerre, même si vous n'avez pas la carte de presse. Voilà. Mais j'ai vu des choses qu'un humain ne devrait pas voir. Ça, c'est vrai. C'est pas bon pour le système nerveux, c'est pas bon pour la santé mentale. Et en particulier des choses qu'un jeune humain, que j'étais à l'époque où Solers me dit ça, ne devrait pas voir. Mais l'insomnie, mais l'insomnie, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est l'insomnie? C'est une chose, non, vous aviez raison dans le début de votre édito, c'est-à-dire c'est une chose très, très intime. C'est pas... c'est quelque chose de très intime, ça a rapport à... je ne sais pas, des choses inconscientes très puissantes, le rapport à la mort, et ainsi de suite. Voilà. Alors, cette conversation qu'on a eue, je me souviens très bien, c'est pas il y a 10 ou 20 ans, c'est entre les deux, c'est il y a 15 ans, c'était à Tel Aviv, vous étiez, et c'était un colloque organisé par Haaretz. Et moi. Et vous, le jour de la flottille de Gaza envoyée par les Turcs,
qu'un commando de Sahel avait pris d'assaut et avait bloqué au large de Gaza. C'est ce soir-là. Je me souviens très bien de cette Absolument. Oui, conversation. vous étiez venu parler de la démocratie. Voilà. C'était un colloque sur la démocratie. Voilà. Et je vous avais dit, entre et je vous avais l'ambassade dit à de l'époque France. que je ne parlais jamais de ma vie privée. Et il est absolument exact que j'ai changé d'avis. Oui. Enfin, j'ai changé d'avis. J'ai C'est changé vous d'âge d'abord. 15 ans ont passé. Et j'ai estimé, et c'est pour ça que Nuit Blanche existe, que le moment était venu, comme disait Louis Aragon, de commencer à abattre mon jeu. Voilà. J'y ai eu. Oui. C'est le début, vous venez de me dire hors antenne il y a 5 minutes, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est-à-dire le début de votre journal, peut-être les premières pages d'un journal, de vos mémoires qui représentent des milliers de pages que vous n'avez pas publiées Voilà. et auxquelles vous pensez. Et auquel je pense, oui, parce que je pense que quand on a eu la chance de vivre des choses singulières, d'avoir rencontré des personnages d'exception, de les avoir vus à l'œuvre et d'avoir contribué parfois à cette œuvre, il y a un devoir de raconter. C'est ce qu'a fait par exemple Claude Lanzmann dans ce chef-d'œuvre qui était Le Lièvre de Patagonie. Très beau livre. Voilà. Il avait dicté de son lit d'hôpital. Juste avant. Non, pas fini. c'est sorti avant. Non, si, c'est sorti. C'est un an ou deux avant que sa santé ne se dégrade. Au contraire, et c'est tout le problème. Et c'est un sujet que j'évoque d'ailleurs dans le livre. Il y a un vrai moment pour écrire ses mémoires. Il faut le faire ni trop tôt, ni trop tard. Si c'est trop tard, si on attend trop, je suppose qu'on perd le désir, l'énergie et le drive qu'on voit dans une écriture et qui permettent de les écrire, si on attend trop. Puis si on le fait trop tôt, c'est pas la peine, parce qu'il faut pas perdre son temps à raconter alors qu'on a encore tant à vivre. Donc voilà. Et j'ai pensé que c'était le moment d'envoyer la première fusée éclairante dans ce ciel-là. C'est vraiment la première sur 48 livres, quoi. C'est la première fois. Vous avez attendu tout ce temps pour parler de vous. Oui, parce que petit peu quand même dans Daniel Pearl. Oui. Non, c'est vrai que je répugne à parler de moi. C'est vrai que je suis d'un tempérament pudique. Et voilà, ça c'est vrai. Donc je me suis fait violence pour écrire ce livre. Et je l'ai écrit d'ailleurs d'un trait, très vite. En combien de temps ? En quelques mois, mais après Solitude d'Israël. La nuit ? Vous l'avez écrit la nuit ? Je l'ai écrit la nuit. Quand j'écris tout le temps. J'écris la nuit, j'écris le jour, j'écris vraiment sans relâche. Donc, mais c'est un livre que j'ai eu à la fois beaucoup de plaisir à écrire et en même temps qui m'a coûté, parce que c'est vrai que je raconte des choses intimes sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, sur ma mère, dont je n'avais jamais parlé. Sur votre père. Sur mon père, sur les grands personnages, femmes et hommes que j'ai croisés dans ma vie et qui m'ont fait l'homme que je suis, qui m'ont fabriqué, qui m'ont façonné, même récemment, parce qu'on est façonné jusqu'à son dernier souffle. Et voilà, donc ça m'a coûté de raconter tout ça, mais ça m'a fait plaisir aussi. Écoutez, en vous lisant, on a l'impression quand même que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Ça n'a pas l'air d'être... Je me suis amusé aussi. Voilà. C'est mon premier livre drôle, je crois. C'est vraiment... justement, moi, ce que je pense, c'est qu'on découvre derrière l'image un peu cliché de Bernard-Henri Lévy, flamboyant, brillant, paillettes, ceci, cela, aux quatre coins du monde, qui a derrière ça quelqu'un qui peut avoir des angoisses, des périodes déprimantes et qui rebondit avec tout ça. On a la porte un peu ouverte sur, en l'occurrence, sur votre chambre à coucher, et la cuisine, et le chat. Et le chat, qui est un personnage, qui est un des personnages les plus importants du livre, parce que dans ces nuits terribles où j'oscille entre le bonheur de ne pas dormir
parce qu'on peut travailler, et l'angoisse de ne pas dormir, parce qu'on voit soudain la vie en noir. Dans la nuit noire, on voit la vie en noir. Et le seul personnage qui m'accompagne, qui m'embête d'ailleurs, qui est dans mes pattes et puis qui me rassure, c'est le chat de ma femme. C'est pas mon chat, hein. Moi je ne communique pas avec les animaux. Et j'ai jamais très bien compris d'ailleurs les écrivains, Malraux, Mallarmé, enfin Baudelaire, j'ai jamais très bien compris. Il y a un poème de Baudelaire sublime sur les chats, il y a des textes de Malraux sublimes sur son chat. J'ai jamais très bien compris ça. Sauf là, dans ces heures de la nuit, au milieu de la nuit, et dans ce livre, quand le seul compagnon de détresse, c'est ce petit chat qui s'appelle Little Siam. Que vous ne touchez pas. Que je ne touche pas, qui me nargue, qui sait que je ne peux pas le toucher et qui me fait donc des farces terribles, etc. Voilà. Donc c'est un personnage du livre. Alors, puisqu'on parle de ce colloque sur la démocratie, qui était en 2010, à mon avis. 2010. 10 2010, oui, absolument. 9 ou 10. 9-10, oui. C'était avant que François Hollande soit élu. Non, j'ai un calendrier dans la tête un peu. Oui, bravo. Oui. Pas du tout Alzheimer, c'est exactement ça. Pas Alzheimer et pas préparé. Hein. C'est dans l'impro, là. C'est un test. C'est ça, c'est exactement ça. C'est 2010. Qui était un colloque sur la rencontre de deux démocraties, la démocratie israélienne et la démocratie française. Et ça venait d'une histoire, parce que quand j'étais conseiller culturel à l'ambassade de France, j'avais reçu une délégation du Nord, d'élus du Nord, qui venaient voir Israël et qui disaient « Ah, quand même, c'est bizarre, hein, c'est une démocratie ». Ça m'avait secoué. Il s'est dit « Bah oui, c'est une démocratie ». Ils avaient rencontré de la Cour suprême, etc. Maintenant, on est en 2025 et ces démocraties, que ce soit la nôtre ou celles israéliennes, sont chancelantes. Elles sont moins en forme qu'elles ne l'étaient à cette époque-là, quand même. Et alors, vous dites, à un moment donné, justement à propos du sommeil, « Puis-je réellement dormir quand la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie, l'islam radical terrorisent les pays démocrates et dans notre propre pays ?» Et dans notre pays, leurs alliés, LFI, Rassemblement National, etc. Oui, on peut ajouter. C'est la suite de la page. Oui, bien sûr. Quand on ne dort pas, c'est qu'on veille. Quand on veille, c'est qu'on est vigilant. Quand on est vigilant, c'est qu'on prête attention au cours du monde. Hein, je comprends d'ailleurs pas comment les intellectuels engagés dorment. Honnêtement, je sais pas comment ils font pour dormir. C'est vrai que je sais pas, quand je regarde LCI le soir ou que j'écoute RCJ et que je vois ces nouvelles terrifiantes, ce climat d'apocalypse et de fin du monde, je vois pas comment on peut dormir après ça. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est assez déprimant le soir. C'est pas déprimant. Moi, rien ne me déprime et rien ne me décourage. Mais en revanche, c'est anxiogène. C'est-à-dire, le monde ne dort pas. Le monde est en état d'hystérie permanente. Donc, ça ne me déprime pas. Je suis jamais déprimé. Déprimer, ça veut dire décourager. Le découragement est un péché. Mais en revanche, être en état de survoltage permanent, parce qu'on a envie d'intervenir, parce qu'on a envie de faire que les choses aillent mieux, et qu'on est en partie désarmé, ça oui. Quand même, l'état des démocraties, ce qu'on disait dans ce colloque en 2010, c'est ça, quand même était plus joyeux, plus optimiste que ce qu'on dirait aujourd'hui si on faisait le même colloque. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus... ça dépend où. En Amérique, la démocratie se porte mal. Ça, c'est clair. Et je suis de ceux qui sont épouvantés de ce qui se passe aux États-Unis depuis l'élection de Trump. En France, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de petites âmes, de petits esprits opportunistes, bricoleurs, qui jouent à la motion de censure comme on joue au dé. Ça, c'est vrai. Même si la motion de censure, là, n'est pas votée. Mais bon, ils jouent avec. En Israël, il y a un ministre de l'extrême droite, il y en avait deux au gouvernement, mais la démocratie
va pas si mal non plus. Moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie... Vous savez, il y a une scène dans le livre, une rencontre avec Netanyahou, que je raconte et qui fait partie des passages que je me suis beaucoup amusé à écrire. Ce que je dis très vaguement... Sur le pacemaker. Sur le pacemaker, oui. Ça, je raconte en détail. Ah, c'est passionnant. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. L'idée du pacemaker qui continue à fonctionner dans la tombe, voilà. Ça fait flipper quand même. Ah bah ça fait flipper. C'est une métaphore de la pétrification possible du cœur d'Israël, bien sûr. Mais l'information, c'est pas ça. C'est que, je le dis d'une demi-phrase, c'est que Netanyahou me montre... Enfin, il me montre, je vois et il me dit ce que c'est. Dans le bureau à côté, parce qu'on est dans ces bureaux déserts, il est minuit, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'assistants, il n'y a personne. Et je vois un mur où il y a des fils qui ont été arrachés. Et ces fils qui ont été arrachés, c'est la police qui est venue, la veille ou l'avant-veille, saisir des ordinateurs de ses conseillers. Alors, un pays en guerre, où la police vient chercher chez le Premier ministre des ordinateurs parce qu'il est suspect de je ne sais pas quoi, ça s'appelle une démocratie vivante, honnêtement. Je connais pas, non, sérieusement, je ne connais pas beaucoup de démocraties qui, en état de guerre, se permettent ce luxe d'avoir, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas ce qu'a fait Netanyahou, mais d'avoir une police qui vient saisir les ordinateurs, interroger d'ailleurs, c'est pas à l'époque, mais quelques mois plus tard, le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, il a passé des après-midi entières, toutes les semaines, à venir répondre à des... Oui, mais on pourrait ça s'appelle la démocratie. Opposer l'argument inverse, c'est que dans une vraie démocratie, le Premier ministre a dû démissionner. Par exemple, vous avez l'exemple du Watergate qui n'était pas si grave que ça avec Nixon parce qu'il avait espionné les démocrates. Bon, c'était quand même pas... Et c'était pas un pays en guerre. La différence, c'est que... Et il a démissionné. La différence, c'est que Nixon, on savait qu'il était coupable, et il l'avait d'ailleurs il l'avait admis, et c'est pour ça qu'il a démissionné. Netanyahou, personne ne sait s'il est coupable, et en tout cas, lui dit qu'il ne l'est pas. Donc il y a une grande différence avec le Watergate. Ah ben non, écoutez... Oui, mais c'est Watergate, si on regarde maintenant avec la distance, c'était pas si grave que ça. C'était pas si grave que ça. Mettre sur écoute. Mais c'est comme ça. Campagne politique. Oui, enfin, ça me paraît assez grave tout de même. Ça me paraît assez grave. C'est un peu voyou, mais. Voilà. Mais en démocratie, on n'a pas le droit d'être un peu voyou. Il n'y a pas un peu ou grand voyou. C'est voyou, c'est pas démocrate. Pour l'instant, le Premier ministre d'Israël, à tort ou raison, on saura un jour la vérité. Il dit qu'il est innocent, donc je ne vois pas pourquoi il n'est pas obligé de démissionner. Il a également refusé la commission d'enquête officielle pour l'instant, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Il n'a pas refusé, il fait tout pour la retarder. Il fait tout pour différer. Il n'a pas le pouvoir de la refuser. Le jour où la Cour suprême, je ne sais plus quel est je crois que c'est le mécanisme passe par là, décidera de la mettre en place, elle sera en place. Et il n'aura pas le choix, il n'aura pas d'autre choix que de répondre aux questions qui lui seront posées. Donc, non. Moi, je vois les choses dans l'autre sens. Israël est un pays... À moitié plein, à moitié vide. Ah oui, mais il est plus qu'à moitié plein, là. C'est-à-dire que on parle de cette commission d'enquête, elle sera mise en place. Qu'elle ne soit pas mise en place en pleine guerre me paraît pas complètement absurde. Ça me paraît pas déraisonnable. Voilà, donc même en étant le plus grand adversaire de Netanyahou, on peut raisonnablement penser que ce n'est pas le moment, quand Israël est attaqué sur 7 fronts, 5 et plus 2, de mettre en place la commission d'enquête. Mais elle existera et elle sera implacable. Oui, et ses conclusions ne seront pas contestables. Voilà. Et il y aura des peines lourdes pour ceux dont il sera prouvé qu'ils ont été coupables de négligence. Alors, au sujet d'Israël et de l'insomnie, vous avez écrit des très belles pages que je vais retrouver là, sur le BH. BH, c'est vous. Il y a un BH de la nuit et un BH du jour. Alors, le BH du jour, je vous cite, c'est donc c'est le BH réveillé. Et celui qui dit et répète que Tsahal, comme à Beyrouth, n'avait pas le choix et a fait ce qu'elle pouvait. Tsahal, c'est l'armée d'Israël, comme tout le monde sait. Celui qui a 100 fois écrit qu'elle prévient, téléphone, envoie des tracts, etc. Donc c'est le rappel de la déontologie de l'armée israélienne.
de tout cela, et celui qui, BH de jour, c'est vous, et celui qui, non content de se souvenir de Dresde, Hiroshima ou Saint-Lô détruites par les Alliés, a vu de ses yeux vus Mossoul rasé par les forces spéciales irakiennes, épaulé par la France et les États-Unis en guerre contre Daesh. Voilà, ça c'est vous, le BH de jour. Et alors le BH de la nuit, vous n'avez pas nous en parler, c'est celui qui, je cite, qui reconnaît qu'il peut y avoir des sévices sur les prisonniers palestiniens, que l'administration ne s'est pas forcément toujours très bien conduite, on parle d'Israël, et qui dit ces enfants palestiniens tués par des obus israéliens parce que les combattants du Hamas s'en sont fait des boucliers, ces petits corps carbonisés, ces visages, vous décrivez, etc. Le BH de la nuit les pleure eux aussi comme s'ils étaient ses fils. Ils pleurent, c'est vous. Ils pleurent les jeunes soldats de Tsahal tombés pour que vive leur pays, mais ils pleurent aussi les enfants sacrifiés par le Hezbollah et le Hamas. Je trouve c'est le BH de jour et le BH de nuit. C'est la vérité, vous savez, et à mon avis, c'est la vérité d'un grand nombre de ceux qui nous écoutent. Hein. C'est-à-dire, voilà, le BH de jour, On ne le dit pas souvent. C'est celui qui ferraille contre la canaille antisioniste et antisémite. Et voilà, et qui se bagarre, et qui argumente, et qui dit la vérité. Parce que la vérité, c'est vraiment ce que je dis. Je crois que Tsahal est toujours fidèle au Toar en échec, le code de la pureté des armes, etc., etc. Je crois vraiment ça. Je crois vraiment que le responsable principal de l'horreur de Gaza, c'est le Hamas, pour toutes les raisons que nous savons. Et puis, il y a un autre Bernard-Henri Lévy, c'est celui qui, évidemment, qui est hanté par ces... La nuit ? Oui, c'est la nuit. C'est vrai que je pense aux jeunes soldats de Tsahal, mais je pense aussi aux enfants palestiniens innocents. Je pense à ces petits visages carbonisés. Je pense à tout ça. Comment faire autrement ? Vous savez, j'ai passé ma vie à être un partisan inconditionnel d'Israël, inconditionnel, mais aussi à militer pour les droits de l'homme, à militer pour qu'on reconnaisse l'idée qu'une vie est une vie et que rien ne justifie que l'on tue des civils. Donc j'ai passé ma vie à penser ça. Donc je n'ai pas changé d'avis. Il faut rappeler quand même que vous avez été très actif dans J. Cole, qui était ce mouvement pour la paix, qui était très à gauche, qui est toujours d'ailleurs, je pense que vous avez été très actif. Mais j'ai surtout été très actif, Annette Lévière, j'ai surtout été très actif toute ma vie pour penser que il faudra un jour un État palestinien à côté d'Israël. J'ai toujours pensé ça depuis 50 ans et je le penserai Vous l'avez toujours dit. Je l'ai toujours dit. J'ai été un des artisans du plan de Genève il y a 20 ans avec Yossi Bellin du côté Israël et Yasser Abdel-Rabou du côté palestinien. Nous étions ensemble. Nous étions ensemble. J'ai organisé chez moi des rencontres entre la partie palestinienne et la partie israélienne à l'époque. Donc vraiment, je crois à ça, à la fois dans l'absolu des principes et dans l'intérêt d'Israël. Je pense qu'Israël il n'y a pas d'autre issue possible. Si nous voulons, nous, les amis d'Israël ou les Israéliens, dans mon cas c'est amis d'Israël, qu'Israël reste l'État des Juifs de Théodore Herzl, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il y a un État palestinien à côté. Bien. Donc j'ai toujours pensé ça. Après, il y a un moment où je pense que cette solution-là doit être oubliée provisoirement, c'est maintenant. C'est-à-dire, tant que le Hamas est au pouvoir, tant que le Hamas est considéré comme un héros dans toute la future Palestine. Vous avez été très choqué par les images de la libération des jeunes filles otages. Alors évidemment, j'ai été choqué par les images de la libération de ces jeunes Israéliennes conspuées, huées, et je me mets à leur place, ayant le sentiment d'être quasi lynché par la foule. Vous n'étiez pas loin. Hein.
voilà, par la foule de la population civile palestinienne. Donc ces images-là m'ont horrifié, mais m'ont horrifié aussi les images des prisonniers palestiniens qui, eux, sont des criminels, tous, Qui ont été condamnés. qui ont été condamnés, voilà, pour des crimes parfois immenses, et qui ont été portés en triomphe à la fois à Gaza et pour certains à Ramallah, portés en triomphe par la population palestinienne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme que je suis, qui a toujours pensé qu'il fallait un État palestinien, il pense qu'il n'en faut surtout pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un État palestinien, par quelque bout que vous le preniez, soit c'est le Hamas, soit c'est une autorité palestinienne qui pense que le Hamas est le parangon des vertus, et donc c'est un État terroriste. Voilà, donc c'est ça la tragédie du moment. Donc c'est pas possible aujourd'hui. Pas possible aujourd'hui, voilà. Et je pense que tous ceux qui disent que pour sortir de cette guerre, il faut un État palestinien, hein, les gens qui disent ça, il y a des États du nord de l'Europe, il y a des femmes et des hommes politiques en France, tout cela, soit n'ont pas assez réfléchi, soit pensent comme des salauds. Mais c'est aujourd'hui, il y a un moment dans ma vie où je pense qu'il ne faut surtout pas un État palestinien, c'est maintenant. Et encore une fois, je vous dis, je fais partie de ceux qui ont programmé cet État palestinien. Et bien voilà, depuis le 7 octobre, jusqu'à ce que le Hamas soit réellement défait, le Hamas et tout ce qui lui ressemble, ben, il faut oublier l'État palestinien. Ça risque de reculer à longtemps. Ça dépend. Vous savez, l'histoire peut aller vite, hein. Il y a eu d'autres cas de peuples égarés, somnambules, égarés, criminels et somnambules qui se sont réveillés d'un coup. Par exemple L'Allemagne nazie. L'Allemagne était nazie dans des proportions écrasantes jusqu'au suicide d'Hitler. Et puis en quelques années, l'Allemagne s'est réveillée. Elle s'est réveillée de ce cauchemar. L'histoire des peuples est pleine. Enfin, les peuples ont de la ressource. Vous voyez, les peuples ne sont pas des damnés ou ne sont pas des anges pour toujours non plus, mais ne sont pas des damnés. Donc, moi, j'imagine très bien, à condition que le Hamas soit vraiment discrédité, à condition qu'il soit clair que les chefs de palestiniens depuis 75 ans ont raconté des mensonges, ont vendu de la chimère, à condition qu'il soit clair que les Palestiniens ont été précipités dans une impasse terrible, à condition que tout ça devienne clair, on peut imaginer une population palestinienne qui se réveille. Voilà. Et se réveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire consentir à l'existence d'Israël, mais pas seulement consentir. Penser que l'existence d'Israël, c'est bon. Que c'est bon pour eux, que c'est bon pour le monde arabe, que c'est bon pour la région. C'est ce qu'ont pensé, après tout, certains des signataires des accords Abraham. Ils n'ont pas signé les accords Abraham de manière purement cynique. Moi, je connais j'ai réfléchi à tout ça, j'ai observé, et je connais certains des acteurs. Il y a dans les pays arabes signataires d'Abraham des hommes qui pensent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont été trompés et que c'est bon pour la région qu'Israël existe et soit fort. Voilà, c'est un vrai tournement de l'âme, ça. Donc, ce qui s'est passé aux Émirats arabes unis, par exemple, pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas en Palestine? Mais ça suppose une défaite totale, pas un compromis. Du Hamas, oui. Et pas un compromis avec un Hamas qui se hisse sur le podium avec les uniformes repassés et les armes rutilantes. Ça, tant qu'il y aura ça, c'est vrai. Après presque 1 an et demi, il n'est pas abattu. Il est peut-être abîmé, mais pas abattu. Ben, naturellement. C'est la raison pour laquelle on peut se poser des questions sur cet accord de cessez-le-feu. Moi, je me réjouis évidemment du retour des otages, mais je m'interroge, comme beaucoup d'observateurs, sur le prix qu'Israël paye pour ce retour des otages. Il y a la libération des milliers de prisonniers palestiniens. D'abord, des milliers de Yahya, enfin, des milliers de Palestiniens, parmi lesquels il y a sans doute des Yahya noirs, comme à l'époque du soldat Shalit. Mais pas seulement.
pas seulement, mais il y a sans doute il y a sans doute des Yahya Sinwar, c'est-à-dire des criminels endurcis qui ne rêvent que de recommencer et de se remettre dans le métier de terroriste, premièrement. Mais il n'y a pas que ça. Le prix le plus lourd qu'a payé Israël ces derniers jours, c'est d'avoir à endurer le spectacle de ces combattants du Hamas sur le podium, sur le pavois, triomphant, euh, euh, racontant au monde que la résistance palestinienne a remporté une victoire. C'est ça le prix le Les plus lourd. nazis sionistes, il y avait marqué derrière. Victoire sur les nazis. Nous gagnerons sur les nazis Sur les nazis sionistes. C'était le grand mot d'ordre derrière les jeunes femmes. Et les otages libérés étant contraints de faire un petit geste, bravo, et un geste amical à la foule probablement des palestiniennes déchaînées en face d'eux, qui étaient hors champ. Bref, tout ça est terrible. Je pense, moi je fais partie de ceux qui pensent, comme Maïmonide, comme toute la tradition juive, que la vie d'un otage est sans prix. D'accord, mais il faut bien savoir que là, le prix est élevé. Oui. On avait libéré 1000 prisonniers palestiniens pour Gilad Shalit. C'était quand même déjà, le prix était même... C'est la tradition d'Israël, c'est la tradition du peuple juif, c'est... Voilà, oui, c'est absolument. Absolument. Donc il faut sortir avant tous les otages, vivants ou morts. Alors, j'avais quelque chose qui m'a frappé, c'est dans le même... je voulais juste citer quand même notre ami Elie Barnavi, qui va dans le même sens que vous, qui dit toujours, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, historien, etc. Elie Barnavi dit toujours, il faut 2 États, il faut un État palestinien. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si c'est bon, mais il n'y a pas d'autre solution. Non, quoi qu'il arrive. Il y a pas de... Oui, l'autre solution, c'est soit un État binational. C'était ce que défendait Aleph Bat Yehoshua à la fin de sa vie. Il défendait l'État binational, qui est un peu bizarre parce que ça, on ne voit pas très bien ce que ça peut il le défendait même avant. J'ai eu des conversations. Oui, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec l'État binational. Je suis pas d'accord avec l'idée d'un État. Ce serait l'autre solution avec un double régime de citoyenneté. Ça, c'est pas possible pour un État à majorité juive. Apartheid, c'est impensable. Je ne suis pas d'accord pour la proposition Trump, je la trouve monstrueuse, de transfert. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les peuples. On nettoie pas, pour prendre l'expression de Trump, nettoyer Gaza. Gaza, voilà. Donc, la seule solution raisonnable et bonne pour Israël, c'est, à condition de ce que j'ai dit, que la paix soit désirée avec le cœur, un État palestinien, oui, un jour. Alors, je vais vous citer un petit peu dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, je dirais. Quand vous écrivez dans votre livre que la nuit, vous avez peur. Vous dites, la nuit, il n'y a plus de force qui tienne, plus de juifs puissants ou vulnérables, de grands et petits juifs, il n'y a plus que des juifs et j'ai peur. Ça m'a beaucoup étonné que vous écriviez ça parce que moi qui vous ai vu sur beaucoup de terrains et champs de bataille, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur, peut-être inconscient, je veux dire. Peut-être inconscient que ce soit en Bosnie ou en Ukraine, ou à Mossoul. Mais en tout cas, vous y allez, quoi, vous n'avez pas peur. Et là, vous écrivez que vous avez peur. Oui, j'ai peur de l'antisémitisme, bien sûr. C'est ça que je dis dans cette page, oui. J'ai pas peur de grand-chose. J'ai pas peur du danger, j'ai pas peur j'ai pas peur d'être en face d'un... Voilà, il y a des gens, même à Paris, qui, semble-t-il, me veulent du mal. J'ai pas peur de tout ça. Vous pourriez. Oui, j'ai pas peur. Mais en revanche, j'ai peur de cette vague profonde, puissante, d'antisémitisme qui est en train de déferler sur le monde, bien sûr. Est-ce que vous pensez que s'il y a une paix, au-delà de la trêve, un semblant de paix à Gaza, que la guerre s'arrête, disons, même si c'est pas peut-être pour toujours, mais la guerre s'arrête, est-ce que vous pensez que ça va faire remettre un couvercle sur la marmite de l'antisémitisme? Je ne crois pas. La seule chose qui peut... Et là, on a soulevé le couvercle. Oui, mais la seule chose... De toute façon, la marmite de l'antisémitisme, elle a toujours bouilli.
L'antisémitisme à l'âge du peuple juif et durera jusqu'à la fin des temps. Ça, je l'ai expliqué dans un autre livre qui s'appelle L'esprit du judaïsme. Donc la seule chose que l'on peut espérer, c'est contenir l'antisémitisme. C'est pas l'éradiquer. Quand j'entends parfois dans des meetings des gens qui, par facilité de langage, disent on va éradiquer l'antisémitisme, je me dis mais mon pauvre ami, on n'éradiquera rien du tout. En revanche, le contenir, lui faire honte, le tenir en respect. Alors ça suppose des institutions, ça suppose des lois, et ça suppose de la force morale, de la force intellectuelle. Ça suppose d'être armé intellectuellement. Donc voilà. Mais ça n'a pas de rapport avec la paix ou pas la paix. Je veux dire, cet antisémitisme-là que l'on entend aujourd'hui, même quand la guerre sera terminée, il sera toujours là. Il sera toujours là. Il ne va pas rentrer. C'est pas un mauvais diable. Des campus américains, par exemple. Les campus américains, moi j'ai vécu ça de très près, puisque j'ai fait il y a quelques semaines, oui, une tournée, parce que moi j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien aller au contact, j'aime bien voir avec mes yeux et entendre avec mes oreilles. Donc je suis allé dans 10 ou 11 des campus américains les plus infectés par cette saloperie qu'est l'antisémitisme de masse. Donc je suis allé à USC, à UCLA, l'université de l'Ohio, l'université de Michigan, je suis allé à Columbia, je suis allé à Harvard, bref, 11. Et j'ai vu, c'est une vague de fond, mais qui est pas liée à cette guerre-ci, qui est liée à négation de la Shoah, concurrence des victimes et une haine viscérale d'Israël. C'est la combinaison des trois choses qui crée cet antisémitisme des campus. Par exemple, la concurrence des victimes. Voilà. En gros, ce que j'ai entendu sur tous ces campus, c'est « vous nous emmerdez avec les Juifs, quid des Palestiniens ou quid des victimes de telle ou telle guerre dont, au demeurant, ils se fichent totalement. » Parce que moi, ce que je disais à ces jeunes antisémites, je leur ai dit, écoutez, vous n'allez pas me faire la leçon à moi. Moi, j'ai passé ma vie à couvrir des guerres oubliées. J'ai passé ma vie à alerter sur les génocides au Darfour ou au Rwanda. Et pas seulement à alerter, mais à aller me confronter au réel. J'ai passé ma vie à manifester dans les rues de Paris ou de New York contre la guerre en Syrie et ses centaines de milliers de morts. Donc vous n'allez pas me dire à moi que la mémoire de la Shoah obstrue la vision et empêche de voir le reste. Moi, je pense au contraire que c'est parce que j'ai la Shoah dans la tête, parce que j'ai la Shoah dans mon cœur, parce que j'ai cette mesure de l'inhumain en moi, que je fais partie de ceux qui détectent et qui prennent immédiatement en horreur la bête quand elle revient. Quand elle revient au Darfour, vous voyez. Bon. Donc, mais ce genre de connards, eux, leur grand discours, c'est il n'y a pas de place dans un cœur pour deux deuils à la fois. Si vous portez le deuil des morts de la Shoah, alors vous ne pouvez pas porter le deuil des morts d'hier, vous ne pouvez pas porter le deuil des morts d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça le débat, c'est la concurrence victimaire. C'est un des grands éléments nourriciers de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut contester, c'est ça que je suis allé contester les armes de l'esprit dans ma tête, sur les campus américains. J'ai passé un mois à ne faire que ça. Mais quand vous dites vague de fond, est-ce que ça veut dire que c'est majoritaire ou c'est simplement une grosse vague ? Je pense que c'est une vague de fond, donc elle est grosse et elle est de fond. Ça veut dire qu'elle est puissante, elle est nourrie par des idées très, très profondément enracinées dans la conscience du monde aujourd'hui, et notamment dans la conscience occidentale. Cette idée, par exemple, que les Juifs nous pompent l'air et empêchent les autres victimes de respirer, en gros, alors que c'est l'esclavage, alors que c'est le contraire. Oui. Si vous regardez bien, vous savez, celles et ceux qui ont été en tête pour donner l'alerte sur l'esclavage, sur les crimes du colonialisme et sur les génocides récents, c'est presque toujours, sur le Cambodge, c'est presque toujours des gens
qui avaient, pas forcément juifs, mais juifs ou non juifs, mais qui avaient la Shoah à cœur. Voilà. Mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Je me rappelle, dans les années 70, après le père Ponchot, le premier comité pour la vérité sur les crimes du Cambodge, le modèle, enfin le référent, c'était la Shoah. Et ces gens disaient, c'est parce que justement nous sommes obsédés par la Shoah que nous avons reçu les signaux d'alerte que ce qui se passait au Cambodge, ce n'était pas une guerre de libération, voilà, mais que c'était un génocide. Mais enfin, il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça aux demeurés mentaux qui disent il n'y a pas assez de place dans le même cœur pour le deuil des morts d'avant-hier et le deuil des morts d'aujourd'hui. Voilà. C'est le contraire, puisque c'est quand on a le deuil d'hier qu'on a... Et ceux qui prétendent aujourd'hui ça se moquent éperdument, on ne les entend jamais pour parler, pour se soucier des Ouïghours ou des Syriens, comme vous le savez. Ou des femmes en Afghanistan. Ou des femmes en Afghanistan, ou des femmes en Iran. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je disais sur ces campus, c'est ce que je dis en France à ceux qui leur ressemblent. Je leur dis, écoutez, vous descendez dans les rues pour les enfants de Gaza. Où étiez-vous pour les enfants de Syrie? Où étiez-vous pour les enfants ouïghours? Où étiez-vous pour les femmes iraniennes? Où étiez-vous quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et ont remis en cage les femmes en train de se libérer? Où étiez-vous? Vous en foutiez. Vous étiez en Afghanistan, justement. Et moi, j'étais en Afghanistan, moi, j'étais en Syrie, j'étais au Darfour, bien sûr. Moi, contrairement à eux, je ne fais pas d'indignation à géométrie variable. Je ne m'indigne pas d'un mort quand ce mort me sert de bâton pour taper sur la tête, en l'occurrence d'Israël. Moi, je m'indigne des morts en général. Quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vous êtes écrivain et quand même, vous voyez la bataille des mots qui est complètement hallucinante. On ressort toute la terminologie de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Alors, on a Auschwitz, on a le génocide, on a le fascisme, on a le nazisme, oui. Tout ça, ce vocabulaire de la dernière guerre, retourné aujourd'hui pour justifier justement le renversement. C'est quand même très étrange. Il y a une bataille des mots très forte. Eh bien, je pense que des gens comme moi et d'autres, et vous et beaucoup d'autres, on sert à ça. C'est-à-dire des gens qui ont toujours été, qui savent ce que c'est que le nazisme. Moi, je sais ce que c'est que le nazisme parce que je l'ai étudié. Je sais ce que c'est que le génocide. Parce que j'en ai témoigné. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Je sais ce que c'est que le colonialisme. Je me suis battu contre. Ben, ceux-là, ils ont la responsabilité de dire à ces petits esprits de la France insoumise, par exemple, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dites des bêtises, et non seulement vous dites des bêtises, mais vous dites des bêtises porteuses de monstruosité, des bêtises potentiellement criminelles. Voilà. Quand Jean-Luc Mélenchon, il y a encore quelques jours, dans une université, je ne sais pas, peut-être à Toulouse, et là, il y a quelques jours, Toulouse, voilà, parle du 7 octobre comme d'une lutte le pogrom du Hamas, comme d'une lutte armée. Action armée. Quand il parle du pogrom comme une action armée, cet homme-là insulte la mémoire de l'antifascisme. Il insulte la mémoire de la résistance. Il insulte tous ceux qui ont risqué leur vie et qui parfois en sont morts parce qu'ils ont mené des actions armées. C'est dégueulasse de dire ça. C'est dégueulasse pour les victimes de Kfar Aza et de Be'eri, mais c'est dégueulasse pour nos aînés qui ont payé de leur vie pour mener des actions armées antifascistes. C'est ce trafic des mots de la part ici de la France insoumise. En plus, Mélenchon, il sait de quoi il parle, parce qu'il connaît le sens des mots. Apparemment non. Apparemment, il fait exprès. Écoutez, oui, il a oublié. Il l'a peut-être connu, mais il l'a oublié. Dire action armée. Et là, c'est pas un lapsus. C'est-à-dire, ça fait un an et demi, ça fait 15 mois que ça dure. Au bout de 15 mois, en être encore à dire que le 7 octobre est une action armée... Oui, il l'a dit cette semaine. Cette semaine, voilà. Ça témoigne d'un cynisme. Non, pas d'un cynisme. Non. Ça suppose qu'il est passé dans l'autre camp. Il est passé dans le camp de ceux qui
qui insulte la mémoire de l'antifascisme, qui insulte la mémoire de ceux qui sont tombés pour que le fascisme meure et soit vaincu. Et voilà, il est passé dans ce camp-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas du cynisme. Il y a quelque chose là qui sort de ses tripes. Lui et ses camarades, les autres, j'oublie leur nom. Celui qui a été vaincu à Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard. Écoutez-les les uns et les autres. Comprenez? On peut contester la politique israélienne. Il faut la contester, comme dans tout pays démocratique. On peut contester la stratégie militaire de Tsahal, sans doute. Mais dire génocide, c'est pas possible. Ou alors les mots n'ont plus de sens et les victimes des vrais génocides sont insultées. Il n'y a pas de génocide quand vous laissez passer, peut-être pas 600 camions, mais 150 camions humanitaires. Il n'y a pas de génocide comme le fait de Tsahal, vous exfiltrez des enfants palestiniens atteints de maladies rares pour les envoyer dans un hôpital à Abu Dhabi. Il n'y a pas de génocide quand vous négociez, même si c'est un mauvais accord, avec les combattants du Hamas. C'est ignoble de dire ça. C'est bête et c'est ignoble. Voilà. La nouvelle affiche de cette semaine, donc qui est le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, c'est de Gaza à Auschwitz ou d'Auschwitz à Gaza. Je ne sais pas dans quel sens ils les mettent. De Gaza à Auschwitz, je crois. C'est le titre de conférence des Insoumis. Ils font ça exprès quand même, de triturer le sens des mots. Mais c'est pas de la... C'est pas du cynisme, c'est ce qu'ils pensent. Vous savez, l'histoire idéologique, elle est pleine de ce genre d'itinéraire, hein, des gens qui passent de l'extrême gauche à l'extrême droite ou de l'extrême. Mais là, on est en plein dedans, là, brun rouge, rouge brun. Là, ce sont. On a les discours quand on entend les discours de Mélenchon et de sa clique. C'est brun-rouge, on peut faire du copier-coller. Moi, je me suis souvent demandé dans le passé comment on pouvait être Doriot. Vous voyez, comment on pouvait être le rival de Maurice Thorez pour être le patron du Parti communiste en 1934 ou 1935, et comment on peut finir en étant nazi. D'accord? Vraiment, j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit l'idéologie française il y a longtemps, j'ai vraiment travaillé sur le cas d'Oriot et ceux qui lui ressemblent. Aujourd'hui, je comprends mieux. J'aurais vu de mon vivant des femmes et des hommes qui commencent à l'extrême gauche et qui finissent à l'extrême droite. Parce que pour moi, pardon, hein, mais ça s'appelle l'extrême droite. La façon dont certains de ces leaders insoumis, Madame Soudet, Madame Panot, Monsieur Mélenchon, la manière dont ils parlent de tout ça, la manière dont ils déshonorent les mots de la lutte antifasciste, pour moi, c'est le langage de l'extrême droite d'aujourd'hui. Il y a un point commun quand même, c'est la défense du totalitarisme. C'est des gens qui sont contre la démocratie, contre la liberté, même s'ils disent le contraire. Mais quand Poutine dit ce sont des nazis à Kiev, les Ukrainiens sont tous nazis, le gouvernement est nazi, etc., il fait la même chose. Il utilise le mot nazisme pour justifier ses assassinats, son invasion. Naturellement. Et là, c'est la même chose. C'est quand ce même peuple qui l'insulte porte à sa tête, au terme d'un scrutin démocratique écrasant, un juif dont 2 ou 3 oncles ont été exterminés pendant la Shoah. Ils sont pas très nazis. Pardon ? Ils ne sont pas très nazis. Ils ne sont pas très nazis, voilà. Or, c'est l'histoire du peuple ukrainien. L'histoire de l'Ukraine, je connais ça, je crois, assez bien aussi. Vous savez, j'y ai passé du temps, là, c'est depuis 10 ans, 11 ans. Donc, c'est un cas vraiment intéressant et assez exemplaire d'un peuple qui a été profondément antisémite et puis qui s'en est en grande partie guéri, qui a fait le travail, qui a fait le boulot, le travail de la mémoire, le travail du deuil, le travail du chagrin et le travail de la métamorphose de l'esprit. Et le résultat de ce travail, c'est l'élection de Zelensky. Voilà. Donc, mais Poutine
Poutine est un homme c'est une tête de pierre, c'est un cœur d'acier, un cœur de pierre. Ce qu'il dit n'a plus de sens, c'est des mots stéréotypés. En revanche, les étudiants d'Harvard ou de UCLA et les jeunes gens qui, en France, croient que les insoumis sont radicaux, ça, c'est des cœurs vivants, mais des cœurs vivants qui sont en train de partir dans les décors de la nouvelle extrême droite. Vous pensez quand même, pour terminer sur les États-Unis, que on va pouvoir renverser ce mouvement? Bizarrement, qu'ils ont Trump maintenant au pouvoir, avec quand même quasiment tous les pouvoirs aux États-Unis, le Congrès, les 2 chambres du Congrès, la Cour suprême, l'élection, la Maison-Blanche. Trump, il lui manque un pouvoir. Vous allez voir, et vous allez le voir très vite. Les juges, voilà. Les juges et l'opinion publique. C'est encore une démocratie. Et puis il y aura les élections en midterm, tout ça va peut-être un peu renverser. Moi, je vous fais un pronostic. Vous connaissez cette formule. Quand un président est en fin de 2e mandat, on dit que c'est un lame duck, un canard boiteux. Moi, je pense que Trump sera un lame duck bien avant la fin de son terme. On n'en a pas pour 4 ans, mais pour 2 ans. Et peut-être même pas, même pas pour 2 ans. Un président... En tout cas, 2 ans, il y a des élections dans 2 ans. Mais même un président dont le seul argument politique, qui érige la figure du douanier en figure épicentrale du rêve américain, il n'y a plus que les tarifs, il n'y a plus que les douaniers. Le douanier qui le brandit, et puis après il les envoie se coucher dans la nuit. Ce président-là, vous verrez, son état de grâce ne va pas durer. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et je note la date. Alors, je vais juste, parce qu'il faut qu'on arrête en 1 minute et quelques. L'Ukraine. Donc, je suppose que vous êtes inquiet pour l'Ukraine, comme nous sommes tous inquiets, surtout avec Trump, qui n'est pas très clair sur ces questions-là, qui pense qu'il va réussir à obtenir quelque chose de Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui? Moi, je pense qu'il est malheureusement... assez clair. Vous savez, le même Trump qui a dit à Kim Jong-un, rappelez-vous, dans son premier mandat, après une espèce de bras de fer grotesque sur le thème qui c'est qui a le plus gros bouton, il a dit « We fell in love ». D'accord? Vous vous souvenez de ça? Sur Poutine. Kim Jong-un. Non, Kim Jong-un. Il a dit « On est tombé amoureux ». Il a dit face aux caméras, après avoir mesuré la taille de leurs boutons atomiques respectifs, il a dit « On est tombé amoureux ». OK? Je crains fort que la romance ou la bromance, la prochaine de Trump, elle soit en effet avec Poutine. C'est une vieille romance, mais j'ai peur qu'il y ait un remake. Je sais que les Ukrainiens, mes amis ukrainiens, mes chers amis ukrainiens, je sais qu'ils sont moins pessimistes que moi. Je sais qu'ils comptent sur leur force, sur leur capacité de conviction. L'Europe. Ils comptent sur l'Europe, ils comptent sur le président Macron, ils comptent sur la France, qui est aujourd'hui leur principal allié. S'il y a un homme aujourd'hui sur lequel ils comptent, c'est notre... Quoi que vous puissiez penser, c'est comme ça, c'est le président Macron. C'est le meilleur allié aujourd'hui de Zelensky, dans la pensée de Zelensky lui-même. Est-ce que ça suffira face à ce club de la testostérone, testostérone probablement d'ailleurs bien mal en point, mais entre Trump, Poutine, Xi Jinping, Erdogan, ce club en formation, est-ce que ça suffira? J'espère, mais je suis honnêtement très pessimiste pour mes camarades et mes compagnons ukrainiens, oui. Alors, Bernard-Henri Lévy, je rappelle que votre livre « Nuit blanche » vient de sortir sur vos nuits blanches et que c'est passionnant parce que justement, vous partagez avec nous vos angoisses, vos espoirs, vos cauchemars, vos amitiés, vos amours. Donc, il faut le lire. Et vous n'êtes pas prêt de rester à Paris pour écrire vos mémoires parce que vous repartez en Ukraine. Je vais repartir en Ukraine, oui. Oui. Voilà. Je repars là demain aux États-Unis, mais je compte repartir en Ukraine très très vite. Merci d'être venu. Merci, chère Annette. Annette. À très bientôt quand vous rentrez d'Ukraine.